C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora, AICI Télévision, M. Dany Leclerc, auteur et enseignant de littérature au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu depuis une vingtaine d'années. Il est l'auteur de courts textes qui sont parus dans des revues et des collectifs. En 2017, sa nouvelle De plein fouet remporte le prix littéraire d'Amas Potvin. L'auteur a aussi publié les romans Le sang des colombes chez VLB et Le Saint-Christophe publié chez Québec Amérique. Il est l'auteur tout récemment de Ces eaux qui me grugent, publié en 2023 chez Main Libre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Monsieur Leclerc, heureux de vous accueillir à notre émission. Très content d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Alors ce livre-là, Ces eaux qui me grugent, un titre frappant là. Il faut le dire dans un premier temps. Le titre, il joue un rôle quelque part là. Ça attire le lecteur, ça attire le lectorat. Mais on va récapituler avant de parler justement, on va prendre quelques minutes avec vos deux premiers romans, Le sang des colombes, l'histoire de Roman Maric, qui oublie lui-même sa véritable nature pour apprendre le bonheur. C'est fascinant comme personnage. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, c'est un roman que j'ai longtemps porté aussi, que j'ai pris beaucoup de temps à écrire. C'est un roman qui est fascinant justement par l'histoire de sa publication aussi, parce que je l'avais soumis dans un premier temps au prix Robert Clich, que vous connaissez peut-être, qui récompense un roman qui n'a jamais été publié encore. Puis j'avais été dans les 2-3 finalistes, entre autres avec Roxane Bouchard, qui est une écrivaine que j'estime beaucoup, qui fait aujourd'hui du polar, qui se passe en Gaspésie. Et donc c'est elle qui avait remporté le prix à l'époque avec Whisky et Parabole. Moi j'étais dans les 2 autres finalistes. Puis c'est elle qui avait poussé un peu pour que mon roman soit publié à l'époque par Jean-Yves Soucy, qui était éditeur chez VLB. Puis c'est un roman qui traduit beaucoup mon désir d'engagement à l'époque. J'étais beaucoup dans la littérature engagée, essayer de comprendre justement l'esprit des monstres, des terroristes, parce que c'est ça, Roman Maric, c'est un personnage qui, dès le départ, c'est dans le prologue, il pose une bombe puis il va tuer des innocents, des femmes, des enfants. C'est un salaud de la pire espèce. C'est un mercenaire qui va qui va commettre des attentats pour ceux qui le payent. Et on va apprendre finalement à l'aimer, ce personnage-là, parce qu'il va aller se cacher dans un petit village, le petit village de Saint-Alexis. Puis on va se rendre compte que c'est un personnage qui est sympathique, qui aide les gens, il va même tomber amoureux d'une fille de la place. Donc c'est un peu de voir ces deux facettes-là, de voir que même derrière les gens qui paraissent les apparences, peut se cacher aussi un monstre. Peut se cacher un personnage terrible et un vandale. Roman Maric, Le sang des colombes, ça c'est votre premier, paru chez VLB. Puis Le Saint-Christophe, là c'est le nom d'une rue. Oui. C'est d'abord c'est une rue qui part de Place du Puy à Montréal. C'est une rue, pour la petite anecdote, c'est une rue où Gaston Miron a déjà habité. Le grand poète. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité sur le titre, parce qu'au départ, j'avais pensé peut-être rue Saint-Christophe, mais c'est le nom d'un poème de Gaston Miron, fait que je me suis gardé une petite pudeur. Donc j'ai plus gardé le Saint-Christophe, mais ça fait référence à un appartement que mes amis avaient sur la rue Saint-Christophe, près du Cam, dans le quartier latin. Donc ça bougeait beaucoup. Ça raconte ce roman-là, l'histoire. Là, on n'est plus avec Roman, on est avec un personnage qui s'appelle Christian. Qui va revenir d'ailleurs dans Ces eaux qui me grugent. Dans Ces eaux qui me grugent, oui. Et c'est la jeune vingtaine de Christian. Donc c'est les années universitaires, premier appartement, les premiers emplois, toutes les premières expériences qu'on peut avoir de la vie, là, mais évidemment à Montréal. À Montréal, oui. Parce que Christian est originaire du Saguenay, puis là, il découvre la grande ville et tout. Il émigre, on va dire qu'il vient du Saguenay vers Montréal pour découvrir le Montréal du downtown, là, avec le sexe, la drogue, le métal, la chanson rock, tout ça. C'est un roman qui est très sex, drug and rock and roll, mais on est là-dedans. Hein? On est là-dedans, donc ça c'est Le Saint. Christophe, c'est votre deuxième, là. Exact. Puis, on est arrivé à votre tout dernier, Ces eaux qui me grugent, de Dany Leclerc, mesdames et messieurs, chez Main Libre. Il est tout récent, là, 2023. Je parlais tout à l'heure du titre, là, Les eaux qui me grugent. À quel point les eaux peuvent gruger, là, ou éroder, ou ronger, là.
Mais vous affirmez justement, comme dans une entrevue tout récemment, vous avez voulu esquisser à grands traits les couleurs de votre passé, mais aussi celui de votre père, de votre papa, afin de laisser des traces et pour éventuellement sauver cette mémoire. Oui, exactement. C'est un roman qui est beaucoup dans la filiation, dans la recherche des racines aussi. D'ailleurs, tout ça figure sur la page couverture qui est superbe, là. Donc, c'est un personnage qui cherche justement à se réapprivoiser son passé, on pourrait dire. Donc, il va remonter aux sources, aux origines, parce qu'il se rend compte que finalement, il connaît très peu son père. Oui. Qui, dans le roman, s'est suicidé alors qu'il avait 13-14 ans. Et là, il dit, OK, qu'est-ce que je me rappelle de lui? Oui. C'est quoi le souvenir que je garde? Et il est un peu déçu aussi que ses propres enfants n'aient pas pu connaître ce père-là. Oui. Et par la bande, ça l'amène à se poser aussi la question, à savoir qu'est-ce que lui va laisser en héritage à ses enfants. Parce que c'est un peu le drame dans Ces eaux qui me grugent. C'est que on sait que le personnage est malade, qu'il est donc grugé par la maladie en même temps que par les eaux qui grugent son terrain, éventuellement la maison. Et là, dans cette éventualité-là de sa mort prochaine, ça me demande quel souvenir je vais laisser. Qu'est-ce que les gens vont quelle trace garder de moi? Et quel souvenir, comme vous dites. Puis il y a le personnage Christian qui revient dans ce roman, justement. Et puis, c'est un personnage fort qui laisse des traces aussi. Mais j'ai envie de vous demander, à la lecture de ce roman, est-ce que c'est une autobiographie, une dystopie? Comment faudrait-il le prendre? Est-ce que c'est vous, M. Leclerc? Il y a des choses qui sont vraies. Oui. Ça, je dis toujours à la blague, les lecteurs peuvent me poser les questions qu'ils veulent, mais ils vont avoir les réponses que je veux. J'associe ça beaucoup à... C'est Louis Aragon, l'auteur français du début du 20e siècle, qui parlait du mentir vrai. Oui. Une expression qui a été reprise aussi par Dany Laferrière. L'autre Dany qui écrit aussi des livres au Québec. Oui, Laferrière, oui. Mais c'est ça, c'est mentir vrai, c'est-à-dire c'est de se servir de la vérité, de broder autour, puis de finalement tisser une toile dans laquelle on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis même moi, à la fin, à force d'avoir jonglé avec ces souvenirs-là, j'en viens moi-même à douter de certaines choses. De certaines choses à ce niveau. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille un auteur qui a écrit un livre fascinant à lire, Ces eaux qui me grugent. M. Dany Leclerc, publié chez Éditions Main Livre 2023. C'est à recommander, on vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision. Mon invité de ce jeudi, Dany Leclerc, auteur de Ces eaux qui me grugent, paru récemment. Alors, on continue notre discussion. Personnage de Christian, qui traverse un moment difficile de sa vie et révise un manuscrit qu'il a écrit pour conserver la mémoire de son père. Qu'est-ce qui a été justement le plus marquant chez ce père, chez votre père, on va dire, peut-être si on parle côté autobiographie, mais ce père, il est fascinant. Qu'est-ce qui a été le plus marquant, on va dire? Ce que je voulais surtout dresser comme image de ce père-là, c'était, puis encore là, je reviens peut-être au centre des colombes, mais c'est les demi-teintes. C'est-à-dire que c'est pas un père qui est parfait, c'est pas un père non plus qui est violent à outrance. Il y a des scènes de violence, il y a des scènes où on crie, mais c'est un père qui est normal, je pense, qui est humain. C'est ça que je voulais montrer, que je voulais faire comme portrait, un portrait qui était vraiment réaliste, humain, plein de tendresse aussi. J'ai perdu mon père, ça fait maintenant 5 ans, là, mais j'ai encore cette tendresse-là, cet amour-là pour mon père. Donc, il y a cette partie-là qui est évidemment pas vraie dans le roman parce que Christian perd son père à 14 ans. Moi, j'ai perdu le mien, j'avais presque 50 ans. Là. Mais c'est sûr que ce deuil-là m'a nourri aussi pour la réflexion. Oui. Mais il faut dire que justement, la présence du père a toujours été importante pour forger la personnalité. Parce qu'une présence du père et de la mère aussi, là. Mais le père aussi, quelque part, on est dans l'évolution de notre personnalité. C'est sûr que les deux parents se complètent, sont complémentaires. Durant le récit, il y a certaines tragédies qui vous ont marqué. La tragédie d'Aidé Fortin.
Oui. qui s'ajoute à ce drame. Vous dites, vous avez pleuré jusqu'à la fin de vos illusions. J'ai trouvé très attachante et très fascinante cette expression-là. Oui, ben, c'est une mort qui... j'ai longtemps considéré Dédé Fortin un peu comme mon grand frère, le grand frère que j'ai jamais eu, parce que je suis fils aîné chez nous. Donc, j'ai pas eu ce modèle-là, cet idéal, à part mon père, là, évidemment. Oui. Mais Dédé Fortin incarnait pour moi il était porteur de rêves, d'espoir, d'illusions. Oui, tout à fait. C'est pour ça que au moment où il s'est suicidé, de façon tragique, ça m'a profondément affecté parce que c'était comme si lui-même reconnaissait que ses espoirs n'existaient plus, qu'il n'avait plus lieu d'exister. Oui. Donc c'est sûr que ça m'a amené à me questionner sur mes choix aussi, sur mes espérances, sur mes rêves. Mais c'est grave quand quelqu'un qu'on prend pour un modèle et qu'il déserte son idéal comme ça. Ça peut pousser les gens qui le prennent pour un modèle aussi de peut-être suivre sa voie tout de même. Parce que lui, c'était un suicide carrément. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on appelle ça en psychologie l'effet Werther avec le fameux roman de Goethe. Souvent, les artistes qui vont suicider ou des personnes médiatiques, on pense à Kurt Cobain, entre autres, qui est très présent dans Saint-Christophe, d'ailleurs, qui a des résonances. Les jeunes ont tendance à imiter leurs idoles. C'est une sorte d'imitation. Oui, de reproduction des gestes, du désespoir. Puis c'est sûr que c'est ça qui m'avait marqué chez Dédé Fortin. Mais moi, j'ai réussi à la réinvestir, à trouver la force d'aller ailleurs, de me reconstruire. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il y a en filigrane dans Ces eaux qui me grugent. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'apprête à perdre sa maison, son terrain, donc sa terre, et qui se demande si ça vaut encore la peine de continuer. Parce qu'il a déjà connu le déluge du Saguenay de 96. Donc, il s'est déjà reconstruit aussi au moment où Dédé Fortin se suicide. Lui, il est en pleine période de séparation, de divorce. Donc, il y a eu plusieurs fois à se reconstruire comme ça. Et là, il se dit, bon, OK, à 42 ans, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer hein? C'est un questionnement existentiel, hein? Carrément. Permettez-moi de lire cet extrait, page 287, très court. Tiré de Ces eaux qui me grugent, mesdames et messieurs. Là, on ne va pas tout dire. Hein? C'est très court. Faut pas. Derrière moi, j'entends le grésillement du bois qui se consume. Les langues de feu lèchent déjà les rebords du toit à travers les ouvertures des fenêtres. Là. Dès que j'y ai lancé une allumette, la montagne d'objets érigés au milieu du bureau s'est embrasée. Comme la rivière n'a pas voulu prendre la maison cette nuit, j'ai dû prendre les choses en main pour ne rien laisser derrière. Tabula rasa. On dirait le dernier acte. C'est théâtral, là, le dernier acte à faire, à prendre. Oui, il y a quelque chose, je pense, de dramatique, quelque part. Qui appartient au drame, à la tragédie, peut-être aussi. Parce qu'il y a quand même c'est un choix cornélien qu'il y a à faire entre la vie, la mort, sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il doit privilégier? Et c'est sûr que de mettre en scène comme ça les éléments primitifs, le feu, l'eau, il y a la terre aussi qui est là. Donc, tout est savamment construit autour de ça. Puis c'est un geste, évidemment, de faire tabula rasa comme ça, de brûler, de tout brûler. De tout oublier pour recommencer. En même temps, c'est le beau paradoxe du roman parce qu'il brûle tout, mais en même temps, en écrivant le roman, le manuscrit sur lequel il travaille toute la nuit, il a quand même érigé des fondations qui vont rester. Qui vont rester, qui vont laisser des traces. Mais vous évoquez quelque chose d'intéressant, cette métaphysique, l'eau, le feu, puis la terre, puis le bois. Il y a une touche philosophique aussi, là. Oui, peut-être un souvenir lointain. Dans mes études universitaires, j'ai lu Gaston Bachelard. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais où il parlait justement de ces symboliques-là, des éléments primitifs. Puis probablement que ça a resté... encore moi, ça a maturé, puis là, ça a sorti comme ça. C'est sorti. C'est ça le secret de la créativité, c'est que ça sort toujours consciemment ou inconsciemment, qu'on le veuille ou pas. Puis ce sont les constitutions ou les constituants justement de notre existence. L'eau, le feu, l'air, la terre, tout ce qui est ça, ça constitue justement le fondement de ce que nous sommes. Il y a une relation étroite, vous avez bien
donc mis en évidence, en exergue. On va faire une autre pause, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite. J'accueille Danny Leclerc, auteur de Ces eaux qui me grugent, publié chez Main Livre. Tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision, avec mon invité de ce jeudi chez Agora, M. Leclerc, Danny Leclerc. Là, on a toujours l'habitude de demander à nos invités un extrait, parce qu'un extrait, il met au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs passionnés qui nous regardent, même les non passionnés. Là, on est dans une émission de littérature, là. On s'entend, une émission de lecture. Il faut pousser à la lecture, là, pour l'évolution personnelle. Alors, M. Leclerc, je vais vous inviter, si vous le voulez bien, un extrait de votre choix qui serait expressif, qui vous tient peut-être à cœur. C'est à vous. Certainement. Donc, j'ai choisi un extrait de, comment ça s'appelle, 64. Justement, on parle beaucoup du père. De cet homme que fut mon père, je me rends compte qu'il ne me reste que des gestes banals, des fragments de quotidien sans importance. Le bruit de ses ronflements pendant ses siestes sur le divan, la forme de sa silhouette appuyée un peu de biais sur le comptoir quand il cuisinait. L'odeur fauve de son corps, cette odeur que je retrouve parfois dans mes propres draps. Le sourire en coin qu'il arborait quand il réussissait à nous berner avec ses histoires loufoques. Le contact rugueux de ses gros doigts, toujours sales de graisse, de terre, d'huile ou de farine. L'autorité de son silence, la fureur de ses colères. Quelques rares images spontanées de cet homme à l'origine de ma vie. Au départ, j'ai cru qu'il suffirait de ramener à la surface quelques souvenirs, quelques anecdotes, mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, qu'il est difficile d'approfondir le portrait d'un homme que j'ai si peu connu. Ben, c'est une description magnifique que vous faites du père. Est-ce qu'il y a une part de fiction ou bien c'est la réalité, là, je veux dire? On est beaucoup dans la réalité, dans les trucs du quotidien, dans les gestes qui nous composent au jour le jour. Donc, mon père qui est sur le comptoir en train de cuisiner, appuyé, un peu bancal, qui fait ses siestes. Donc, tout ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance que j'ai qui sont profondément gravés. Puis, c'est ça aussi, hein, c'est l'exemple que j'ai mis au début du roman de Christian Botanski. Beau clin d'œil, Christian Botanski, qui rappelle que justement, c'est ce qui nous façonne, ce sont ces petits gestes-là. On n'est pas des super-héros, on ne fera pas des grands exploits. Ce qu'on va se rappeler de nous, justement, ce sont ces petits gestes qui sont en apparence anodins, insignifiants presque, mais qui pourtant sont très significatifs. Sont très significatifs et qui laissent des traces, justement. Alors, pour le romancier que vous êtes, est-ce que c'est toujours évident, je veux dire, facile, aisé pour vous, d'établir un équilibre entre ce qui est réel et ce qui est fictif? Je pense qu'on finit par perdre le fil, justement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on va se servir de la trame historique, parce qu'il y a quand même beaucoup de... On parlait tantôt de Desfortins. Oui. Il y a des références aussi à la mort de Gilles Villeneuve dans le roman, qui était une autre de mes idoles de jeunesse. Oui. Beaucoup d'émissions de télévision, la musique. Donc tout ça m'a évidemment marqué mon adolescence. Puis cette trame-là, elle est nécessaire. Ça, c'est la réalité sur laquelle ensuite je vais construire. Puis là, après, servir de ma mythologie familiale, qui n'a rien d'exceptionnel, hein, c'est pas quelque chose de fabuleux, mais je construis des éléments autour de ça. Et là, c'est à partir de ce moment-là que là, on ne sait plus. On perd le fil, justement. Oui. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On ne sait pas. Puis à la limite, c'est pas important. Parce que j'en parlais justement, je parle de ma mère dans ce roman-là, qui est encore en vie. Je parle de ma sœur, de mes frères. Puis c'est drôle, quand on en parle, on n'a pas les mêmes souvenirs. Oui. Il y a un passage là-dedans, entre autres, où le petit Christian va mettre un de ses petits bonhommes Fisher-Price dans la toilette. Il va disparaître en appuyant sur la clenche. Ça, c'est... Moi, je suis convaincu que c'est un souvenir à moi. Puis ma mère m'a dit, non, ça, c'est ton frère qui a fait ça. Qui a fait... Donc, chacun avec son propre regard. Elle est où la réalité? Elle est où la fiction? On ne sait plus. Ah, c'est plus. On sait plus. Mais là, justement, à la lecture de ce roman, on se rend compte justement que vous parlez du passé, un hommage à votre père aussi,
mais vous faites quelque part aussi un deuil, quelque part. C'est quel type de deuil? Est-ce que vous pensez qu'on écrit justement pour faire son deuil ou le deuil de sa vie? Peut-être, parce que c'est effectivement le roman d'un homme qui a 42 ans, qui fait une espèce de bilan aussi de sa vie, de son enfance, des choix qu'il a fait aussi, parce qu'il a quand même commis quelques bêtises dans son enfance, puis il va, en avouant ces bêtises-là, peut-être faire une espèce de mea culpa, parce que il y a toujours une tradition très judéo-chrétienne dans mes romans, en filigrane tout le temps, mais il se sent très coupable de ce qu'il a fait, même de la mort de son père, il prend tout le temps la culpabilité, la responsabilité des accidents qui arrivent au père. Donc oui, je pense une part de deuil sur le passé, sur ce qu'on a été, d'acceptation peut-être du futur aussi, de dire voilà, je ne suis plus cet enfant, cet adolescent, je suis rendu ailleurs et il y a encore un avenir. Et voilà où j'en suis avec un avenir qui s'en vient. Il faut dire que c'est un roman qui se lit facilement, avec des chapitres courts, c'est très fluide. Quand je disais à mon invité, à M. Leclerc, là, tout à l'heure, lorsqu'on voit défiler les images, c'est une preuve, quelque part, que le livre est bon, là. Et il faut lire ce livre, mesdames et messieurs. Ces eaux qui me grugent. Il me reste une question à vous poser, là. Le message que vous voulez transmettre aujourd'hui à votre père. Après la lecture de ce livre, je sais qu'il y a des messages. Vous avez transmis plusieurs messages, là. Ça vous appartient. Mais est-ce qu'il y a un message spécial que vous voulez lui transmettre? Et c'est à vous. Bien, il y en a fait plusieurs messages. Je pense que le message qui se dégage, puis ce serait un message que je lancerai à mon père, mais aussi à tous les pères, à moi comme père, mais à tous les hommes qui ont des enfants aussi, de dire qu'il n'y a pas de mauvais père en soi. Okay. Donc, il y a toujours quelque chose que les enfants, puis on sait comment les enfants sont, souvent ils vont oublier des trucs qui nous pèsent, peut-être des colères, des gestes qu'on va poser. Ils ne s'en rappelleront plus. Ils ne se rappelleront plus, oui. Mais ils vont retenir des choses qui sont beaucoup plus importantes, qui sont plus positives. Donc moi, je suis beaucoup dans cette vision-là de la positivité dans la littérature, de mettre des messages de tendresse, d'amour. Oui, exact. Et c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Des messages, donc, humains, en général. Alors, c'était un plaisir de vous avoir accueilli. C'était tout le temps qu'on avait. Dany Leclerc, qui était avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, auteur de Ces eaux qui me grugent, paru chez Main Livre. Merci d'avoir accepté C'est un plaisir partagé. Merci invitation. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, toujours chez Agora, ici Télévision. Au revoir.